Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite introduction au trading rentable. Donc là, ensemble, on va voir les fondamentaux du trading. Donc ça va être très superficiel, on va faire vraiment des généralités. En tout cas, dans cette première partie, on va voir vraiment ce que c'est le trading entre guillemets, quoi, et quel type de trading on va avoir. Alors je vais me présenter en quelques mots. Je suis trader depuis 2019. Donc avant, je m'intéressais plutôt aux crypto-monnaies. C'est comme ça que j'ai découvert le monde du trading en tout cas. Et rapidement, je me suis orienté vers les indices, notamment le Nasdaq. Donc c'est ce que je trade tous les jours. Et je me suis devenu expert en order flow et en scalping. Donc c'est mon cœur de métier, c'est ce que je fais tous les jours sur les marchés. Donc l'objectif, voilà, ça va être de vous présenter ce que c'est le trading et ce qu'on peut retrouver dedans, les principaux aspects du moins. Donc on va commencer par comprendre les bases du marché. Donc on a différents types de marchés déjà pour commencer. Donc on va avoir les actions, le forex, les obligations, les matières premières et les produits dérivés. Donc là c'est vraiment les principales choses qu'on peut trader. Après évidemment il y a les cryptos, etc. Mais bon je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est très différent, très particulier les cryptos. Donc déjà pour commencer le marché des actions. Donc le marché des actions ça va fonctionner déjà à travers des bourses. Donc la bourse de New York, la bourse de Londres, etc. C'est un peu ce qu'on entend parler à la télé de temps en temps sur certaines chaînes spécialisées. Donc pour faire simple, lorsqu'une entreprise elle décide d'entrer en bourse, elle va offrir une partie de son capital en actions disponibles à l'achat sur le marché. Et les investisseurs ils vont pouvoir alors acheter ces actions et devenir actionnaires de l'entreprise. Donc par exemple, si vous achetez des actions d'Apple, eh bien vous détenez une petite partie d'Apple, voilà, de l'entreprise. Donc ce sera un faible pourcentage parce que pour ces entreprises, ça représente des sommes colossales. Mais pour des plus petites entreprises ou même des micro-entreprises, lorsque quelqu'un met son entreprise euh, est cotée en bourse du moins, vous pouvez acheter les actions et devenir actionnaire et ainsi de suite. Donc c'est-à-dire que si vous avez un certain nombre d'actions, vous pouvez même des fois faire partie du conseil d'administration d'une société. Donc bon, évidemment pour les sociétés comme Tesla, Apple, Google, etc., voilà, ne pensez pas, hein. Donc c'est des actions qui sont négociées en fonction de l'offre et de la demande, évidemment. Donc si la demande pour une action spécifique est élevée, eh bien son prix va augmenter. Et vice-versa, si l'offre est supérieure à la demande, bah, le prix d'action va baisser. Donc pour acheter ou vendre des actions, donc les investisseurs ils vont passer généralement par un courtier en ligne ou une société de courtage. Et donc c'est des plateformes en fait qui vont permettre d'accéder au marché boursier et d'exécuter les transactions. Donc ces transactions elles peuvent être exécutées selon plusieurs fuseaux horaires et selon plusieurs bourses en fait. Donc par exemple à Londres, au fuseau horaire de Greenwich, c'est ouvert de 9h à 17h30. New York 15h30 22h, Tokyo 1h 7h et Paris 9h 17h30. Alors il en existe d'autres mais c'est les principales. Après, les actions, il faut quand même prendre en compte que c'est fait pour les investisseurs en majorité. Vous n'allez pas, ou alors dans des cas très très rares, mais vous n'allez pas prendre une action et la revendre le soir même. Voilà, en général, vous allez garder quelques mois, quelques années. C'est pour vous créer un portefeuille sur du long terme. Donc ensuite vient le forex. Donc le forex, c'est les devises en fait, hein, c'est l'euro, le dollar, etc. Pourquoi forex? Parce que ça veut dire foreign exchange. Donc en fait, c'est le marché des devises tout simplement. Donc c'est un marché financier qui est dédié donc à l'échange de monnaie. Et il est réputé quand même pour être le marché financier le plus liquide et le plus vaste au monde. Donc il y a des volumes de transactions quotidiennes qui sont énormes et chaque jour, bah, ça se chiffre en plusieurs milliards de dollars. Donc c'est un des avantages du marché Forex, vous aurez toujours du volume au prix que vous demandez. Donc c'est un marché qui est décentralisé aussi, donc ce qui signifie qu'il n'y a pas d'endroit physique où toutes les transactions ont lieu. Donc les transactions elles sont effectuées électroniquement entre les participants du marché, donc que ce soit les banques, les institutions financières, les entreprises ou même bah, voilà, des gens comme nous, des investisseurs individuels. Donc ces devises, elles sont après divisées en plusieurs paires. Donc on a les paires majeures et les paires mineures. Donc une paire majeure, en fait, ça va être une paire qui va être la plus liquide, la plus échangée. Donc dedans, généralement, on y met le dollar et l'euro, hein, très simplement. Donc on peut avoir comme paire majeure, voilà, l'euro-dollar par exemple. Ensuite, les paires de devises mineures. Donc là, c'est plutôt des devises d'économie plus petites et moins largement utilisées.
Donc, par exemple, le livre sterling ou le yen japonais. Donc on va pouvoir trader l'euro contre le yen japonais ou contre le livre sterling. GBP, c'est le livre sterling. L'avantage d'avoir un marché décentralisé, c'est que le marché est ouvert 24 heures sur 24. Bon, il est fermé le week-end, mais toute la nuit, enfin, vous pouvez trader tout le temps. Ça, c'est intéressant. Il existe aussi des paires de devises exotiques, mais là, par contre, bon, c'est un peu plus complexe. Je vais pas passer dessus, c'est encore autre chose. Donc là, le marché des obligations en troisième. Les obligations, c'est assez compliqué parce que c'est quelque chose d'un peu abstrait. En fait, une obligation, je vais essayer de vous expliquer simplement, c'est un titre de créance qui est émis par un emprunteur. Donc généralement, ça peut être une entité gouvernementale, une entreprise, et qui souhaite lever des capitaux. Et lorsqu'on achète une obligation, en fait, vous prêtez de l'argent à cet émetteur en échange d'un intérêt et de la promesse évidemment d'être remboursé du montant initial. Sachant que la date est prédéterminée au moment de l'achat de l'obligation. Donc on a différents types d'obligations. Donc il y a des obligations d'État, d'entreprise, convertibles et high yield ou au rendement. Donc les obligations d'État, ce sont donc des obligations qui sont émises par des gouvernements nationaux et elles sont considérées comme ayant un faible niveau de risque par rapport à d'autres types d'obligations. Parce qu'en fait, c'est des obligations qui sont généralement utilisées pour financer les dépenses publiques et c'est réputé voilà, pour leur stabilité, leur liquidité. Donc vous pouvez les trader, mais attendez-vous, enfin, faut pas s'attendre à faire avoir des opportunités non plus exceptionnelles. Il y a très peu de risques, mais le rendement n'est pas incroyable. Après, donc, on a les options d'entreprise. Donc, cette fois, donc, elles sont, comme son nom l'indique, émises par des entreprises. Et ces obligations, elles peuvent offrir des rendements plus élevés que les obligations d'État. Mais évidemment, elles comportent plus de risques. Donc, il va falloir analyser plusieurs choses en plus. Donc, la solvabilité de l'entreprise, par exemple, ou même encore sa capacité à rembourser la dette donc, qui va lui être imputée. Donc, ça, c'est important à prendre en compte lors de l'investissement des obligations dans une entreprise. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de risques. Enfin, en tout cas, plus que pour les obligations d'État. On a les obligations convertibles. Donc ça, c'est des obligations spéciales qui offrent aux investisseurs en fait la possibilité de convertir leurs titres en actions de l'entreprise à un prix préétabli. Donc en fait, ça combine les caractéristiques des obligations et des actions. Donc ça vous offre en fait une certaine flexibilité. Donc là, c'est plutôt intéressant. Et on a en dernier donc les obligations à haut rendement ou high yield. Donc c'est des obligations voilà, qui sont appelées obligations pourries en fait, ou junk bonds, vous entendrez. En fait, c'est des obligations qui sont émises par des entreprises qui ont une notation de crédit inférieure. Donc il y a encore un risque qui est encore plus élevé qu'avec des entreprises normales. Et en fait, c'est des entreprises qui malheureusement qui ont soit des capacités limitées pour rembourser leurs prêts ou qui commencent à avoir un peu la tête sous l'eau. Donc là, vous avez des rendements évidemment qui sont beaucoup plus élevés, mais le risque est nettement plus élevé également. Donc il faut faire attention. Donc comment on va ensuite évaluer une obligation? Donc déjà, il y a plusieurs facteurs qui doivent être pris en compte. Donc en premier, on a la notation de crédit. C'est des agences de notation en fait qui évaluent la qualité de crédit des obligations. Et ces notations, elles vont vous aider à évaluer les risques associés à une obligation donnée. On a le rendement et le coupon. Le coupon, c'est l'intérêt. Donc le rendement de l'obligation, il est exprimé en pourcentage. Donc ça représente le rendement total que l'investisseur peut espérer obtenir, y compris les intérêts et les éventuelles plus-values. Et le coupon, c'est le taux d'intérêt en fait périodique versé aux détenteurs d'obligations. Donc en fait, vous allez, avant de revendre votre obligation, de la faire racheter par l'entreprise par exemple, vous avez des intérêts qui vont tomber régulièrement. La maturité, ça c'est quelque chose qui est important à prendre en compte. Donc la maturité, ça va correspondre à la date à laquelle l'obligation elle va arriver à échéance. Et le montant nominal du coup qui sera remboursé. Donc elle peut avoir une maturité courte, moyenne ou longue. Ça va influer sur le niveau de risque et de rendement. Donc par exemple sur une obligation qui va avoir une maturité longue mais qui a des rendements énormes mais une notation de crédit qui est plutôt faible, bah là vous vous rendez compte que vous allez être exposé longtemps sur cette entreprise qui a une notation de crédit qui est faible, donc les risques sont plus élevés. Et enfin, en dernier, on a la sensibilité au taux d'intérêt. Donc là, les obligations, elles sont sensibles aux fluctuations de taux d'intérêt, ce qui est normal. Et les obligations à long terme, en fait, elles ont tendance à être plus sensibles au changement de taux d'intérêt que les obligations à court terme. Effectivement, plus on reste longtemps
dans une obligation, plus elle va souffrir en fait des fluctuations de taux d'intérêt, enfin souffrir ou non, hein, mais en tout cas elle va en prendre plus souvent, donc il y a plus de risques. Ensuite, donc on a les produits dérivés. Donc là, c'est encore un niveau différent. C'est très complexe, mais c'est pas aussi abstrait que les obligations. En fait, le marché des produits dérivés, c'est un secteur qui englobe des instruments financiers tels que les options, les contrats à terme, ou futures, aussi appelés futures, les swaps et encore d'autres dérivés. Mais là, on va se concentrer que sur ces trois-là. Ça va déjà pas mal. Donc en fait, ils tirent leur valeur d'un actif sous-jacent, que ce soit une action, une devise ou une matière première, ou même un indice. Par exemple, le Nasdaq, il y a plein d'actions à l'intérieur. Après, des options, ça peut être sur du métal, de l'or, peu importe. Donc, on va commencer avec les options. Donc, c'est des contrats en fait qui donnent à l'acheteur le droit, mais pas l'obligation, d'acheter ou de vendre un actif sous-jacent à un prix convenu. Donc, c'est un peu abstrait. Ça donne donc le droit à un vendeur, s'il veut, il peut dire, moi, j'achète cette option, mais il n'est pas obligé. D'accord? Donc en fait, il faut que les deux parties se mettent d'accord. Même s'il a dit que la personne a acheté l'option, la transaction n'est pas obligatoirement fermée. Donc c'est pas au trader en fait de tirer parti des mouvements et d'anticiper le prix de l'actif sous-jacent quoi. Donc dedans on va avoir le call option. Donc le call option, donc ça donne à l'acheteur le droit d'acheter l'actif à un prix déterminé à l'avenir. Le put option, c'est l'inverse, c'est-à-dire de vendre l'actif à un prix déterminé à l'avenir. Et après, bon, il y a des stratégies d'options. Bon, ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est très compliqué. Donc, on a en deuxième les contrats à terme, ou appelés futures couramment. Donc, personnellement, c'est ce que je trade. Donc, les contrats à terme, c'est des contrats qui sont standardisés, qui sont négociés sur les bourses. Donc, ici, on peut spéculer sur les prix futurs des actifs sous-jacents et se protéger contre la fluctuation des prix. Donc, en fait, on va pouvoir poser des positions longues et short. Donc, ça, vous avez sûrement déjà entendu long et short. Long, c'est quand un trader va prendre une position sur un contrat en achetant. Donc, ce qui signifie qu'il s'engage à acheter l'actif sous-jacent à une date future spécifiée. Et short, c'est l'inverse. Il s'engage à vendre l'actif sous-jacent à une date future spécifiée. En troisième, on a les swaps. Donc, les swaps, c'est des contrats dans lesquels il y a deux parties qui conviennent d'échanger des flux de paiement qui sont basés sur des variables financières spécifiques. Donc, c'est souvent utilisé en fait pour gérer les risques liés aux taux d'intérêt ou aux devises et aux matières premières. Donc dedans, on va avoir les swaps des taux d'intérêt. Donc il s'agit de l'échange de flux de paiement basés sur des taux d'intérêt fixes et variables. Donc là, en fait, c'est deux parties qui vont se mettre d'accord. C'est vraiment pour minimiser les risques. Ensuite, on a les swaps de devises. Donc là, c'est juste de l'échange de flux de paiement dans différentes devises. Donc c'est pareil, c'est pour essayer de gérer les risques au niveau des taux de change. Et les swaps de matières premières, bah, c'est un peu la même chose, sauf que là, c'est vraiment basé sur des matières premières, donc soit de l'or, du zinc, peu importe. Donc, comment on utilise les produits dérivés? Donc, c'est en fait, pourquoi les traders les utilisent? En fait, déjà, parce que ça offre une opportunité et une flexibilité qui est unique. En fait, sur les marchés des options futures et swaps, et surtout les futures, hein, c'est vraiment ce qui est le plus tradé parmi les trois, on va parler des futures, voilà. Euh, Dessus, tous les jours, on a des opportunités énormes. Alors évidemment, le risque il est énorme effectivement aussi. Par contre, c'est plus constant. Donc en fait, on va pouvoir gérer nos risques, spéculer sur les mouvements des prix futurs, générer des revenus et on peut même diversifier ses portefeuilles. Après, bon, il faut quand même prendre en compte que c'est des caractéristiques et des risques qui sont spécifiques, qui sont associés à chaque dérivé. Donc il ne faut pas s'amuser non plus à trop toucher à trop de choses, il vaut mieux se spécialiser. Et là, au niveau des horaires, bah, c'est pareil qu'un peu que la bourse des actions. Donc c'est Londres, New York, Tokyo, Paris pour les principales et c'est absolument les mêmes horaires. Et enfin, on a le marché des matières premières. Donc pour les matières premières, bah, comme son nom l'indique, vous allez acheter bah, du physique. Donc en fait, ça vous permet d'avoir une variété de produits tels que de l'or, du pétrole, des métaux précieux, des biens agricoles. Et dedans, donc les matières premières, elles sont classées en deux grandes familles, on va dire. Donc les matières premières qui sont dites dures. Donc dessus, donc ce sera les extraits des sources naturelles, tels que les métaux précieux, donc l'or, l'argent, le platine par exemple. Les métaux industriels, le cuivre, l'aluminium, le nickel, ou encore les produits énergétiques. Produits énergétiques sera plutôt le pétrole, le gaz naturel, et enfin le produit agricole, tel que le blé, le maïs, le café. Bon, il y en a une infinité, mais c'est des exemples que je vous donne. Et ensuite, les matières premières dites molles,
Elle, c'est plutôt des produits agricoles qui seront plutôt en termes de céréales, fruits, légumes, bétail, produits laitiers, etc. Donc évidemment, chaque matière première elle a ses propres caractéristiques qui vont influer sur ses prix. Donc c'est important de se spécifier dans une matière première précise. Donc, par exemple, je ne trade que le café ou je ne trade que le pétrole. En tout cas, c'est ce qui est recommandé. Donc il y a plusieurs méthodes pour trader les matières premières. Donc on va avoir les contrats à terme, donc les futures. Donc c'est ce qui est le plus tradé, hein. Sinon vous allez commencer à avoir vos stocks directement chez vous. Acheter beaucoup de café par exemple. Oui, parce que c'est livrable évidemment. Euh, Ensuite, vous pouvez avoir des ETF, des ETF de matières premières. Donc ça c'est ce qu'on voit un peu dans les banques, etc. Et voilà, et le marché comptant, c'est pour ceux qui veulent vraiment récupérer leur marché, enfin leur matière première sur le marché. Donc ils se font livrer à tel endroit et ils veulent le stocker d'eux-mêmes. Donc pour ça c'est plutôt rare, c'est plutôt au niveau d'entreprises qui les utilisent que c'est tradé. Donc là je vous ai mis une petite liste de vocabulaire de base que vous allez souvent entendre en trading. Donc on va faire un petit topo ensemble. Donc c'est vraiment la base, hein, c'est indispensable à savoir. Donc, on a le pip tick. Donc, vous allez souvent entendre pips ou ticks. Donc, les pips, souvent en forex et le tick en futures. Donc, en fait, c'est juste un tick, c'est une unité, on va dire. Donc, par exemple, si quelqu'un vous dit le prix est monté de 200 ticks, ça veut dire que le prix est monté de 200 unités. Par exemple, un tick sur le Nasdaq, ça va représenter 0,25 points. Donc, un point représente 4 ticks, etc., etc. Et cetera. Et c'est différent pour chaque devise, chaque actif, peu importe. Ensuite, on a les lots et le contrat. Donc les lots ou contrats, en fait, c'est le nombre d'actifs que vous achetez. Par exemple, si vous dites que j'ai acheté un lot ou un contrat, ben, vous avez acheté une fois l'actif. Donc on peut dire j'ai pris un contrat sur le Nasdaq à l'achat, et du coup, vous savez très bien de quoi vous parlez. Le spread, alors le spread, c'est une notion un petit peu compliquée, mais vous allez voir que c'est pas si dur, c'est quand même simple. En fait, quand vous voulez acheter un actif, admettons que vous voulez acheter 50 actifs à 1000 dollars, à ce prix-là. Donc vous dites, j'achète à ce prix-là, sauf que sur le marché, il n'y a que 20 actifs disponibles. Et bien en fait, ce que vont faire le marché, c'est bien fait. Ils vont quand même vous vendre les 50 contrats parce que vous voulez en acheter 50. Mais il n'y en a que 20 disponibles à 1000 dollars. Donc dans ce cas, ils vont vous fournir 20 contrats à 1000 dollars et les 30 autres contrats, ils vont vous les fournir au meilleur prix possible. Donc ce sera peut-être à 1050 dollars. Et cet écart, donc entre 1050 et 1000 dollars, donc ça fait 50 dollars, ce sera le spread. Ici, votre spread sera de 50 dollars. Voilà, donc communément, c'est ce qui est appelé le spread. C'est pas très compliqué, mais c'est important de l'avoir en tête. Ensuite, on a la marge en trading, c'est ce qui vous permet de vous couvrir. Donc, par exemple, si vous avez un trade en cours et que vous avez de la marge derrière vous, ça veut dire que votre compte a de l'argent, vous pourrez réinjecter au cas où vous subissez une perte, c'est votre marge. Par contre, si votre marge est épuisée, vos positions sont liquidées, vous ne pouvez plus les maintenir et vous avez perdu votre compte, tout simplement. Donc le levier derrière, donc le levier, ça c'est un instrument, un outil qui est utilisé par tous les traders en fait. Euh, Outil indispensable mais très dangereux, donc à prendre avec des pincettes. Et surtout, il faut maîtriser. Donc ça vous permet de décupler votre position sans avoir les fonds disponibles. Donc par exemple, si vous prenez un levier x5, c'est comme vous achetiez 5 fois votre position, mais en fait vous empruntez de l'argent au marché. Donc évidemment le risque est beaucoup plus élevé parce que vous pouvez cramer votre compte rapidement, mais par contre, si c'est bien utilisé, ça va vous donner des rendements beaucoup plus élevés. Derrière ordre market et ordre limite, ça c'est ce qui fait bouger le prix tout simplement. Les ordres market, ce sont des ordres, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous voulez acheter 50 actifs à 1000 dollars, vous le dites, vous le précisez et vous le voulez maintenant, et bien c'est tout de suite, c'est ordre market, c'est ce que vous posez. Vous achetez au marché. Un ordre limite, ce sera plutôt quand, ok, le prix est à 1000 dollars, mais moi je veux acheter mes actifs à 900 dollars. Donc j'informe le marché que je souhaite acheter mes 50 actifs à 900 dollars et je suis positionné sur le marché. Donc c'est un ordre, on va dire, latent, donc un ordre d'attente qui est positionné sur le marché et vous attendez que le prix arrive à ce niveau-là pour être exécuté. Ensuite, drawdown. Drawdown, c'est lorsque vous êtes en perte, vous dites, ok, j'ai 200 dollars de drawdown. Ça veut dire que vous êtes en perte de 200 dollars. Take profit, ça va être l'endroit où vous allez décider de prendre vos gains. Le stop loss, ça va être l'endroit où vous décidez de prendre votre perte. Le risk reward, ça va être le ratio.
que vous avez entre votre perte et votre récompense. Donc par exemple, si vous lancez un trade, votre risk reward, s'il est à 2, ça veut dire que pour un trade, donc un lot acheté, vous pouvez potentiellement gagner 2 de plus. Le win rate, ça va être votre pourcentage de réussite. Donc par exemple, quelqu'un qui a 80% de win rate, c'est quelqu'un qui gagne 80% du temps avec ses trades. Break-even, ça veut dire que vous êtes retourné à votre point de départ, à votre taux d'équité. Donc par exemple, si vous dites, ok, aujourd'hui j'ai fait un trade, finalement je suis sorti à break-even, ça veut dire que vous êtes sorti sans perte et sans gain. Et pour finir, on a chart, qui veut dire graphique en anglais. Donc quand vous dites, est-ce que tu as vu le chart du Bitcoin, le chart de l'or ou peu importe, c'est pour vous dire, regarde les graphiques. La gestion du risque en trading, évidemment, pour un capital est cruciale. Donc là, on va pas rentrer trop dans les détails, on va garder ça pour la prochaine partie. Mais c'est quand même important de vous faire prendre conscience que la gestion du risque en trading, c'est tout ce qui va vous garantir la survie sur les marchés. Donc si euh, vous ne gérez pas bien votre risque, vous allez tout perdre, sachant que ce que je vais vous dire, c'est la vérité, hein, 90% des traders perdent 90% de leur capital en 90 jours. Ça veut dire que en 3 mois, 90% des traders sur le marché ont quasiment tout perdu en fait. Parce qu'ils n'ont pas une bonne gestion du risque. Et même en ayant une bonne gestion du risque, ça n'exclut pas de perdre énormément sur les marchés. Donc vous êtes obligé de toujours travailler et toujours avoir cette rigueur dans votre gestion du risque. C'est un marathon, d'accord? Le trading, c'est pas un sprint. On vous demande pas de faire un one shot. Ou alors, si vous faites un one shot, ce qui peut arriver, hein, ce qui arrive à certains, et bien votre job derrière, c'est de ne pas rendre d'argent. Donc, ce que moi je vous conseille en tout cas, c'est si vous faites un one shot, c'est de vous barrer loin aux Bahamas, vous partez avec votre argent et c'est terminé. Ou alors, vous reprenez une partie du capital correct et vous apprenez correctement le trading. C'est pas parce qu'on fait un bon trade qu'on a un génie, c'est pas parce qu'on fait un mauvais trade qu'on est nul. Au contraire. Justement, le but d'un marathon et du trading, en fait, c'est d'être constant sur la durée, sur des années et des dizaines d'années. Alors, il y a très peu de gens qui y arrivent, parce que c'est très concurrentiel, mais c'est le but et c'est grâce à ça que, c'est grâce à la gestion du risque, du moins, que vous allez réussir à le faire. Donc, ça va vous préserver évidemment votre capital, que ce soit votre capital financier ou votre capital mental. Effectivement, perdre beaucoup d'argent d'un coup sur le marché, ça met un coup au moral quand même. On ne s'attend pas à perdre autant, et puis même, on va pas sur le marché pour perdre. Et d'ailleurs, même si on fait des gros gains, on peut très bien se tuer le mental parce qu'on va sentir pousser des ailes, on va penser qu'on est le plus fort, le meilleur, etc. Alors que pas du tout, et le marché va vite vous rappeler à l'ordre et va tout vous reprendre. Vous pouvez en être sûr. Donc ça va maintenir aussi la confiance que vous avez dans votre stratégie de trading et ça va améliorer évidemment votre rentabilité au long terme. Alors forcément, vous n'allez pas gagner des millions tout de suite. Voilà, il faut oublier ce rêve-là. Vous ne pourrez jamais devenir riche rapidement, sinon tout le monde le ferait, si c'était si simple. Mais par contre, vous pouvez choisir de devenir riche sûrement. Et ça va se faire avec le temps, avec les années et avec le travail. Parce que oui, c'est un travail des traders, si ça peut être un hobby, hein, mais c'est vraiment un travail. En tout cas, si vous prenez comme un hobby, vous ne gagnerez jamais sur les marchés, sachant que vous êtes toujours euh, exposé. En fait, votre ennemi, ce n'est pas le marché, c'est déjà vous-même et puis les autres. En fait, quand vous faites du trading, vous prenez de l'argent dans la poche des autres pour le mettre dans votre poche. Et quand vous perdez, c'est votre argent qui va dans la poche des autres. Donc vous devez prendre conscience que tout le monde est dans le même bain, tout le monde est dans la même jungle, sauf que personne n'est sur un pied d'égalité. Il y a des gens qui seront plus riches que vous, qui auront plus de connaissances que vous, qui auront du meilleur matériel que vous, qui auront de meilleures informations que vous. Donc, vous êtes, en fait, vous entrez dans une cage de MMA sans avoir combattu de votre vie et vous devez tomber contre Cyril Gann, voilà, peu importe. Et vous devez vous combattre quand on vous dit c'est parti, tu as les mêmes armes que ce mec. Sauf que lui, il est surentraîné, ça fait des dizaines d'années qu'il fait ça. Et bah pour le trading, c'est pareil. Vous allez tomber contre des mecs qui ont 20 ans d'expérience et ces mecs-là, ils auront aucune pitié, ils vont prendre votre argent. Donc c'est pour ça que la gestion du risque est hyper important et que votre rôle, en tout cas au tout début en tant que trader, sera de survivre sur les marchés sans même risquer votre argent. Donc pour gérer son risque, bon, c'est ce qu'on fait de manière générale, on va dire, et ça s'adresse plutôt aux investisseurs, aux swing traders ou aux gens qui traitent des actions par exemple. Donc on va diversifier son portefeuille
et ça va permettre de réduire le risque systémique. Alors qu'est-ce que c'est le risque systémique? Par exemple, j'ai toutes mes actions qui sont dans le milieu de la santé. Donc j'ai du Pfizer, j'ai du Moderna, etc., etc. Et un jour, bah, il y a une crise au niveau de la santé, sauf que tout, toutes les actions de la santé, du coup, vont s'effondrer. Ça va faire un effet domino. Dans ce cas-là, votre portefeuille, il est mort. Puisque vous n'avez que de la santé dans votre portefeuille, le risque systémique, c'était un crash au niveau de la santé, vous ne l'avez pas respecté, vous avez tout perdu. Ou en tout cas une grande partie. Lorsque vous diversifiez votre portefeuille, admettons que vous prenez donc de la santé, vous prenez de l'armement, vous prenez de la technologie, euh, du transport, de l'énergie, peu importe. Une fois que vous avez ces grandes familles et que vous avez pris évidemment les meilleurs et les plus forts, on va dire, de ces actions, on ne va pas s'amuser à prendre des actions secondaires. Par exemple, pour de l'énergie, si vous voulez du français, vous prenez du Total Énergie. Voilà, il n'y a pas à tortiller. Si vous voulez de la tech, vous prenez du Apple, du Google, peu importe, en tout cas, ou du Nvidia, voilà, des choses comme ça qui sont vraiment très fortes. Donc ça va vous faire un portefeuille qui est sécurisé, en tout cas en partie, hein, c'est pas safe à 100%, évidemment, c'est votre travail derrière de surveiller, mais ça va vous protéger votre capital d'un gros crash. Après l'analyse, après la gestion du risque, pardon, on a l'analyse technique. Donc là, c'est ce qui va se passer devant son graphique, quand on va être en train de trader ou avant de prendre une décision. Donc l'analyse technique, qu'est-ce que c'est? Donc l'analyse technique, on va regarder les mouvements de prix, enfin, du prix passé pour essayer d'anticiper les mouvements de prix futurs. Donc évidemment, on n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas prédire l'avenir, ça n'existe pas. Si vous voyez quelqu'un qui vous dit c'est sûr que ça va monter ou c'est sûr que ça va descendre, c'est pas vrai, on n'est jamais sûr de rien. Le marché fait absolument ce qu'il veut et n'oubliez pas, il s'en fout de ce que vous voulez, hein. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc on va essayer en fait d'identifier des signaux et des patterns qui se répètent dans le temps. Donc par exemple, avec l'expérience et le temps d'écran, quand on va regarder un graphique, on peut se dire, ah, ce truc-là, ce pattern, je l'ai déjà vu. Avec cet indicateur couplé, je l'ai déjà vu, ça confirme ce que je pense. Donc il y a des probabilités pour que le prix baisse ou monte, peu importe. Donc je choisis de prendre mon trade. Il n'y a jamais 100% de chance de probabilité, ça n'existe pas. Par contre, on peut essayer de dégager un avantage probable sur le marché et prendre de bons trades euh, en cohérence avec sa gestion du risque. Donc l'analyse technique, elle va être utilisée pour définir une tendance, définir des zones de support et de résistance, identifier des points d'entrée et de sortie, donc point d'entrée et ensuite stop loss take profit, et observer et interpréter les signaux, c'est ce que je vous disais juste avant. Donc il y a plusieurs représentations graphiques, évidemment. Donc les trois principales, ça va être le chandelier japonais, les lignes et les barres. Donc les chandeliers japonais, ça se représente comme ça, c'est ce que tout le monde connaît, ce que tout le monde utilise en général. Donc en fait ici, on a des bougies vertes et des bougies rouges. Les bougies vertes, tout simplement, ça veut dire que le prix monte dans la bougie. Donc ici par exemple ça monte. Et la bougie rouge, à l'inverse, ça descend. Donc vous pouvez observer aussi qu'il y a des petites mèches. Donc là je vous montre. Donc la bougie verte, tout le temps, vu qu'elle monte, elle va s'ouvrir par le bas, donc ici, et elle va se refermer par le haut. La bougie rouge à l'inverse, elle va s'ouvrir par le haut et se fermer par le bas, vu que ça descend. La mèche, elle correspond au prix qui a été atteint mais qui n'a pas été maintenu. Donc ça veut dire que on est revenu jusqu'ici à un moment donné, mais le prix a chuté à l'intérieur de cette mèche et est revenu. Donc il y a eu une réjection en fait du prix, et si on le voit bien, le prix est revenu jusqu'ici avant de remonter dans la même mèche, dans la même chandelle. On a ensuite les lignes, donc c'est beaucoup plus simplifié. Ici, ça annule le bruit, entre guillemets. Donc vous voyez, par exemple, on a la même chose ici. Là, on a la corde de chandelle. Ici aussi, mais on n'aura pas la mèche. Donc on aura moins d'informations. Mais des fois, pour établir des structures, ce sera plus intéressant. Alors, c'est à utiliser avec parcimonie, hein. En général, c'est beaucoup ce genre de graphique qui est utilisé. On a aussi les barres. Bon, là, voilà, c'est comme les chandeliers japonais, mais c'est juste une représentation différente. Donc ici, on a la chandelle donc, qui est verte, toujours pareil, elle ouvre à ce niveau-là, puis elle se ferme à ce niveau-là. C'est juste que vous n'avez pas les cordes de chandelle qui sont remplies.
Donc il y a évidemment énormément d'autres types de graphiques. Donc ici des croix et des ronds. Ici c'est du tick chart. Donc c'est comme des chandeliers japonais, mais c'est pas basé sur le temps, c'est basé sur le nombre de transactions. Personnellement, c'est ce que j'utilise moi pour mon trading. Et là on a du TPO, donc c'est encore des choses très différentes, très avancées. Je vais pas rentrer dans les détails ici. Donc là on a fait le tour vraiment d'une introduction au trading, à ce que c'est le trading, à comment on se représente les choses qui sont évidemment importantes. Dans la prochaine partie, on va parler, donc on va approfondir évidemment, et on va parler donc gestion du risque, analyse technique, analyse fondamentale, et surtout aussi la psychologie en trading. Donc là, je voulais pas trop charger la première partie pour que vous ayez le temps déjà d'imprégner tout ça, parce que c'est assez dense. Et on va voir ensuite dans la prochaine partie pour approfondir.